Bonsoir à tous. Nous sommes en direct sur Canal Algérie pour le rendez-vous économique de la semaine éco. Alors, un chiffre pour commencer, 13 milliards de dollars, c'est le montant cible que l'Algérie est en passe ou tente de réaliser en matière d'exportation hors hydrocarbures pour l'année 2023. Le président de la République l'avait d'ailleurs évoqué en juillet dernier. Alors pour atteindre ce chiffre et cet objectif, le gouvernement algérien a mis en place un certain nombre de politiques et de mesures visant d'abord à soutenir les industries non pétrolières. Parmi ces mesures, on peut citer la mise en place de programmes d'incitation fiscale et d'investissement dans des secteurs tels que les industries chimiques et agroalimentaires, les matériaux de construction également, et puis enfin l'agriculture, un point très important. Et c'est ce qui nous intéresse ce soir avec ce thème que vous allez voir affiché en bas de votre écran, c'est les exportations hors hydrocarbures, quelles mesures de facilitation. Alors pour en parler ce soir, je reçois mes invités. D'abord, je commence à ma droite, Mohamed Salah Daas, DG, directeur général de Candor Entreprise. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur. Merci à vous. À côté de vous, Toufiq Hadkhaïl, président de Caflex, le cluster algérien des fruits et légumes à l'export. Merci d'avoir accepté notre invitation également. C'est moi qui vous remercie. Et puis Samir Daraji, directeur du commerce extérieur au ministère du Commerce et de la promotion de l'exportation. Ravi de vous avoir parmi nous également pour cette émission. Et puis Mohamed Achir, économiste, enseignant à l'université Tizi Ouzou et consultant de la chaîne, toujours avec nous. Merci, monsieur Achir, d'être avec nous ce soir pour ce débat consacré à l'export. Avant de débattre avec mes invités, d'abord, je vous propose de suivre un compte rendu sur des ateliers qui ont eu lieu, donc, et notamment un atelier qui a eu lieu ce mardi même, ce matin, pour bien sûr parler de l'export. Il a été organisé sous l'égide du ministère du Commerce et de la promotion de l'exportation et des finances également. Alors, pour évoquer bien sûr les procédures export dans leur aspect financier ainsi que les mesures fiscales et douanières, le compte rendu est signé Walid Yousfi. On revient juste après. Augmenter le volume des exportations hors hydrocarbures, c'est l'objectif de cet atelier qui met en relation directe les opérateurs économiques nationaux avec les différents acteurs de la chaîne d'exportation. Les exportateurs ont profité de l'occasion pour mettre en avant leurs préoccupations et les entraves qu'ils rencontrent au cours de leurs opérations. Donc on a parlé de la note 56 de la Banque d'Algérie qui est en contradiction avec toutes les directives, y compris la loi de finances complémentaire de 2016, puisque cette note a été envoyée depuis 2016 également, et qui nous pose problème aujourd'hui en tant qu'exportateurs. Pour les opérations d'exportation, on a des problèmes sur terrain. Donc pour les textes, les lois, il y en a pour faciliter les opérations d'exportation, mais sur terrain, on rencontre des problèmes liés à la logistique. Qu'il s'agisse de mesures incitatives fiscales, douanières ou bancaires, les intervenants ont proposé de nouvelles solutions pour faciliter et promouvoir les opérations d'exportation du produit algérien. Donc de les rassembler avec les bailleurs de fonds ou ceux qui donnent le financement, à savoir les banques. Qu'elles soient publiques ou privées. C'était vraiment utile de se voir et de discuter face à face, vraiment de les écouter et de comprendre un peu les contraintes dans lesquelles qu'ils rencontrent. Donc le gouvernement il a pris ces charges-là pour entendre ces problèmes et trouver des meilleures solutions pour résoudre ces problèmes-là. Parce qu'actuellement, l'Algérie a besoin d'une plateforme économique renforcée avec des solutions fiables et flexibles aussi. Depuis quelques années, la stratégie des hautes autorités du pays se base sur l'augmentation du volume des exportations hors hydrocarbures. D'ici la fin de l'année en cours, l'Algérie ambitionne d'atteindre les 13 milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures, soit presque le double des chiffres réalisés en 2022. Voilà, donc des solutions fiables, c'est des demandes et c'est ce dont on a parlé donc, dans ce sujet, des solutions fiables pour les opérateurs à l'export. Alors ce sont des ateliers, comme on vient de le voir, qui ont réuni plusieurs acteurs donc, dans ce domaine de l'exportation. Pour parler des entraves,
Je vous pose la question à vous, Monsieur Daas, d'abord. Est-ce que ce genre de rencontres, ces ateliers, c'est important pour vous en tant qu'opérateur à l'export? Est-ce que ça vous permet d'être écouté et d'exposer peut-être les difficultés que vous rencontrez tous les jours? Effectivement, nous avons eu le plaisir et l'honneur de voir il y a 2 semaines de cela Monsieur le ministre des Transports. Cette semaine ou ce matin même, il y avait Monsieur le ministre des Finances, toujours en compagnie, de discuter d'une manière franche, directe, sans aucune démagogie, de nos problèmes réels. Ce que nous rencontrons en tant qu'opérateurs économiques, ce que nous rencontrons en tant qu'exportateurs sur le marché, vers les marchés internationaux, comme difficulté dans nos opérations quotidiennes. Nous exportons pratiquement toutes les semaines. C'est des opérations récurrentes pour nous. Donc, c'était une très bonne occasion pour nous d'exposer toute l'armada de problèmes qu'il y avait. Et bien sûr, on ne va pas dramatiser, mais on dira aussi qu'il y avait beaucoup de facilitations à côté que le gouvernement avait mis en place afin de nous pousser, de nous motiver à exporter et à augmenter le chiffre d'affaires export. Alors, il y a des mesures d'encouragement. Vous arrivez, bien sûr, il y a des facilitations, mais il reste quand même quelques points à discuter, peut-être quelques difficultés que vous rencontrez quotidiennement sur certains peut-être problèmes techniques. Monsieur Had Khayel, je vous pose la même question. Vous activez dans le secteur de l'export, et notamment sur des produits hautement fragiles, c'est les fruits et légumes. Est-ce que ces rencontres vous ont permis peut-être d'exposer certaines problématiques spécifiques à votre domaine d'exportation? Oui, tout à fait. Par exemple, lorsque je prends le cas de la vente en consignation, il y a... Expliquez d'abord la vente en consignation pour que nos téléspectateurs comprennent. Tout à fait. La vente en consignation, en fin de compte, pour les fruits et légumes, c'est primordial. C'est-à-dire que lorsque je présente mon produit sur les marchés internationaux, il y a le cours du jour. La pomme de terre, elle peut faire 20 centimes comme elle peut faire 2 euros. Donc, je propose mon produit sur le marché international et après, on me dit en fonction, enfin, c'est comme la bourse, hein, c'est l'offre et la demande, et on regarde combien ce que ce produit-là coûte. Et après, je descends, on rapatrie l'argent. Alors qu'il y a un autre type de vente qu'on appelle la vente ferme. Le problème de la vente ferme, c'est que l'importateur, lui, va prendre une grosse marge. Pourquoi? Parce qu'au lieu de vendre, si la vente en conciliation dit, par exemple, que le produit, le cours de la pomme de terre fait 2 euros, lui, il va me donner 1,50 €, voire 1 euro, voire 80 centimes pour pouvoir avoir une marge de sécurité. Alors que si je vends un produit par vente en consignation, ça va être, en fin de compte, il va enlever ces 8% de frais que ce que fait tout le monde à l'international et il me rapatrie l'argent. Donc ça me permet de gagner beaucoup plus d'argent. L'État a beaucoup plus de rentrées de devises, donc tout le monde est gagnant dans l'affaire. Mais le seul problème, c'est que la procédure de la vente en consignation exige, il y a une certaine lourdeur en fin de compte dans la procédure. Quand je dis une lourdeur, c'est qu'il faut un contrat de vente en consignation, et quand vous essayez de proposer votre produit au niveau international, ben vous faites des essais. Donc vous regardez la première fois l'importateur, le grossiste, c'est des marchands de fruits et légumes. Donc il ne va pas s'amuser à vous faire un contrat pour la première vente. C'est comme si vous allez acheter des pommes de terre. Vous n'allez pas demander à votre C'est des coûts d'essai, c'est ça? C'est des coûts d'essai. Et après, une fois que le coup d'essai est réussi, à ce moment-là, au bout d'un certain temps, après, il vous fait un contrat. Mais la première fois, il ne fait jamais de contrat. Quelle est la lourdeur? Vous l'appeliez tout à l'heure, la lourdeur, elle est à quel niveau exactement? Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, les contrats de vente en consignation ne sont pas peut-être reconnus, peut-être, non? Non, c'est que il y a une difficulté en fin de compte pour pouvoir obtenir ces fameux contrats de vente en consignation, parce que dans le domaine des fruits et légumes, il n'y a personne qui les fait. Vous prenez nos voisins ou n'importe quel pays dans le monde, en fin de compte, quand il exporte ses fruits et légumes, il n'y a pas on vous demande pas de papier. Voilà. Et après, là, ici, il faut quand je vais voir le directeur régional de la douane ou un directeur ou un responsable au niveau de la douane, il me demande pour la constitution de dossier un contrat de vente en consignation. Et ça se fait pas, en fin de compte. Il y a un décalage entre les pratiques à l'international et ce qui se fait réellement. Voilà, c'est pour ça qu'il faut
C'est-à-dire vous avez réclamé peut-être une forme de flexibilité. Tout à fait. Car dans votre secteur, c'est nécessaire. Le produit doit être exporté rapidement et même les coûts d'essai doivent avoir lieu très rapidement pour établir le lien de confiance avec l'importateur dans le pays. Exactement, puisqu'on travaille à flux tendu. Et comme c'est des produits frais, donc on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit, on doit tout surveiller, tout. Donc on doit emmener notre marchandise. Pour vous dire, quand j'emmène la marchandise, quand elle monte, l'avion il décolle à 8 heures au niveau de l'aéroport d'Alger. Donc il faut que tout soit synchronisé. Aussi bien les services phytosanitaires, aussi bien la douane, aussi bien l'Air Algérie. Alhamdoulilah, jusqu'à présent, ils ont toujours fait leur travail d'une manière correct et c'était parfait. Même le transitaire, tout est synchronisé et la marchandise arrive à 10h du matin à Rungis et après, en fin de compte, on la sort une demi-heure, 3/4 d'heure après, ça y est, c'est bon. Mais tout doit être synchronisé parce que c'est des produits frais et plus le produit est frais et mieux il se vend. Et donc, c'est une perte d'argent pour les autorités algériennes et pour l'opérateur. Alors, ça, c'est un exemple concret que vous venez de nous dire. Ça me tend la perche pour vous poser la question, Monsieur Samir Daradji. Vous êtes directeur du commerce extérieur au ministère de tutelle, donc au ministère du commerce et de la promotion de l'exportation. Lorsque vous écoutez ces déclarations de Monsieur Had Khayel concernant la difficulté ou peut-être le manque de flexibilité, est-ce que ça vous interpelle en tant que ministère du commerce, d'où l'intérêt d'organiser ces ateliers pour faire entendre peut-être les voix des uns et des autres pour interpeller justement les personnes concernées? Bien sûr, effectivement, on est interpellé. C'est pour ça, c'est d'où l'objectif de ces rencontres. Parce que nous sommes déjà un ministère horizontal, il y aura beaucoup de problèmes peut-être qui ne concernent pas directement le ministère. C'est-à-dire horizontal, c'est-à-dire que vous essayez de créer la jonction entre plusieurs secteurs? Absolument. Nous ne sommes pas producteurs de biens. Nous sommes un ministère qui facilite l'exportation et qui fait la jonction en tous les secteurs. Et d'où l'idée d'organiser ces workshops. Et ces ateliers. Aussi, ça marche ensemble. Ça marche ensemble. Donc, pour nous, la mission principale pour nous, d'abord, l'importance de l'exportation est tellement indiquée déjà dans l'organisation du trophée, organisé par Monsieur le Président de la République, le trophée au meilleur exportateur. Donc nous, le travail qu'on commence à faire, c'est d'abord l'information. Avoir l'information, c'est déjà demi-chemin. L'information nous vient des opérateurs, c'est eux qui sont dans les retours sur le terrain. Donc souvent, on reçoit donc les doléances des importateurs, des exportateurs, des importateurs aussi. Donc en recevant les doléances, on a vu que beaucoup de secteurs sont concernés par l'opération d'exportation. Vous savez, c'est un moteur. Toutes les pièces doivent marcher. Il suffit qu'il y ait une pièce en panne, la machine s'arrête. Et donc, pour nous, on a déjà commencé. Déjà, au niveau des experts, nous sommes en lien direct avec les importateurs et nous avons organisé pas mal de rencontres. On essaye de faire ce pont entre nous, l'administration, et les exportateurs. Et puis, on est passé à ce stade maintenant, avec la présence des deux ministres, et on essaye de trouver soit des solutions sur place, si le ministre a des solutions, le ministre concerné par le workshop. C'est-à-dire apporter des solutions immédiates. Oui. Séance tenante, ou, comme le cas d'aujourd'hui, on a décidé de créer une commission mixte avec le ministère des Finances et le patronat. Donc voilà nos objectifs. C'est une fois les doléances arrivent, il y a des verrous. On essaye de déverrouiller chaque secteur selon les problèmes de chaque secteur. Très bien. Monsieur Hachel, avant de vous donner la parole, laissez-moi juste revenir vers Monsieur Daes. On a écouté un exemple concret dans le secteur de l'exportation des fruits et légumes. Vous êtes dans un autre secteur. C'est un secteur dans l'électronique, l'électroménager. Est-ce qu'il y a des exemples concrets de difficultés à l'export? Vous êtes rodé à l'exportation, vous êtes présent dans plusieurs pays africains, et pas seulement africains, vous êtes dans d'autres pays dans le monde. Est-ce que vous avez des difficultés qui vous bloquent dans votre activité d'exportation? D'abord, on va planter le décor. Donc, Condor est présente dans les marchés à l'international depuis presque 10 ans. On a commencé les premières opérations d'exportation en 2014. Donc pour nous, ce n'est pas nouveau.
Condor, c'est 3,5 millions d'unités produites chaque année, dont une partie est destinée à l'export. Le best-seller pour nous, à l'export, c'est le réfrigérateur. Après, il y a le climatiseur, il y a la télé et d'autres produits. Nous avons toujours travaillé de manière à ce que nos produits soient conformes aux normes internationales. Ce sont les mêmes produits qui sont commercialisés en Algérie, qui sont exportés aussi à l'étranger. Nous sommes présents dans 16 pays au monde. Nous exportons vers 16 pays au monde. Nous avons réalisé durant les 3 dernières années un chiffre d'affaires qui a atteint les 100 millions de dollars en export. Maintenant, l'export est un maillon d'un écosystème. Donc, pour notre activité, il faut d'abord qu'on importe des intrants qui sont primordiaux pour notre activité. Je citerai par exemple les matières premières telles que le granulé pour l'injection plastique, tout ce qui est composants électroniques, les dalles pour les téléviseurs, c'est des produits qu'on peut qu'importer des autres marchés. Maintenant, l'un de nos problèmes, je vais vous citer un cas très très simple et vraiment parlant. Aujourd'hui, Condor est multimarque. Nous fabriquons 4 marques. Entre autres, une marque internationale, si je peux la citer, c'est la marque Hisense qui est numéro 1 en Chine, numéro 2 au monde. Donc, nous avons créé une base industrielle en Algérie. Nous avons capté des IDE puisque Hisense vient investir avec nous en mettant ses propres lignes de production ici en Algérie. Nous avons créé un hub export. Aujourd'hui, les produits qui sont commercialisés sur les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique sont produits en Algérie. Donc ça, pour augmenter le chiffre d'affaires export, c'est énorme. C'est des marchés qui sont là, qui sont déjà acquis pour la marque et on a décidé de les fabriquer en exclusivité en Algérie et de les exporter vers ces marchés-là. Si, pour importer mes intrants, ma matière première reste 21 jours en rade sur l'un des ports algériens, je ne pourrai jamais tenir mes deadlines auprès de mon partenaire. Je perdrai le partenaire, je perdrai ses marchés. Donc déjà, le problème se pose au niveau de l'importation des intrants, donc la matière première. Un problème qui a été posé par exemple à M. le ministre des Transports pour des aspects logistiques. Quand au niveau, pendant la saison estivale, Est-ce que sur ce problème particulier, est-ce que vous avez eu des promesses, peut-être des solutions sur ce problème en particulier? On y vient. Lors de la dernière visite de M. le ministre des Finances et M. le ministre du Commerce à Nouakchott, en Mauritanie, on a inauguré le showroom Condor. On avait commencé les opérations export vers la Mauritanie bien avant l'ouverture de notre showroom qui s'est fait il y a à peine un mois. Et on avait réalisé un chiffre d'affaires de 400 000 dollars en un laps de temps très court. Sauf que M. le Président de la République a décrété une ligne maritime vers Nouakchott et vers Dakar. En contactant la compagnie publique, il se trouve que les prix sont beaucoup plus chers, 60% plus chers que les autres armateurs. Les armateurs internationaux. Donc, c'est pas très motivant et économiquement parlant, c'est pas viable. Déjà pour que nos produits puissent être concurrentiels sur ces marchés-là. Et aussi pour notre compagnie de transport maritime. Exactement. Oui. C'est des problèmes qu'on a exposés à M. le ministre des Transports et il a pris des décisions séance tenante en disant, pour l'Algérie par exemple, les échantillons qui sont destinés à l'ouverture ou à exposer à des marchés internationaux seront transportés gratuitement. Pour le transport vers la Mauritanie et Dakar, il faut que la compagnie maritime nationale s'aligne avec les prix internationaux. Au moins qu'elle s'aligne. Ça, c'était une demande express du ministre c'est une demande express. Pour les délais et le fonctionnement des ports, il a donné des directives nettes en notre présence au directeur des ports pour que les ports algériens puissent travailler déjà 7 sur 7 et même travailler des heures supplémentaires pendant la nuit. Tout ça va nous permettre, à nous, autant qu'opérateurs économiques, autant qu'exportateurs, de tenir nos promesses. Vos deadlines, vos fameuses deadlines dont vous parliez tout à l'heure. Exactement, auprès des marchés et de nos partenaires à l'étranger. Merci pour cette précision. Mohamed Achir, économiste, vous êtes avec nous. Vous avez écouté nos intervenants. Votre regard sur la politique qui a été donc installée par notre pays concernant la promotion de l'exportation, est-ce que, selon vous,
l'exportation est une filière qui a de l'avenir et qui donne déjà de très bons résultats aujourd'hui par rapport aux années précédentes. Effectivement, donc il y a lieu de noter d'abord ce changement de cap pour l'économie algérienne, qui a été vraiment nettement importatrice pratiquement de tous les produits. Et maintenant, on commence quand même à diversifier nos exportations, c'est-à-dire hors hydrocarbures. Donc cela est montré par les chiffres surtout de l'année 2022. Donc on a atteint pratiquement les 7 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Mais aussi, il y a cette, je dirais même, une nouvelle culture à l'export. Parce qu'à un certain moment, même nos ports ils sont plus adaptés à l'import qu'à l'export. Donc c'est tout un écosystème qui est plus adapté à l'import. Mais maintenant, on voit d'abord l'émergence d'un certain nombre d'opérateurs, même des grands opérateurs, tels que Condor par exemple, ainsi que d'autres entreprises de taille importante. Et nous avons aussi des opérateurs de taille moyenne et même des opérateurs qui commencent à découvrir l'acte d'exporter et qui apprennent ce métier d'exportation. C'est une culture qui s'installe. C'est une culture, Ouais. c'est un métier aussi. Et maintenant, les pouvoirs publics ont justement, c'est-à-dire on fait bien sûr plusieurs ateliers, plusieurs décisions, etc. pour pouvoir, c'est-à-dire créer une véritable politique d'exportation. Parce que, en fin de compte, on voit maintenant une certaine intersectorialité, une coordination entre les différents secteurs qui sont concernés directement par l'exportation. Mais il faudrait aller davantage vers une politique d'exportation intégrée, globale, qui va être aussi prospective, qui va être liée à l'économie nationale. Parce que c'est tout un écosystème de l'économie nationale qui va définir d'abord nos priorités par rapport déjà à la production nationale, les priorités même par rapport à l'importation des composants, des matières premières, etc. Et nos priorités aussi par rapport à l'export, surtout dans les produits agroalimentaires, par exemple, dans les produits agricoles. Et donc, tout ça, ça va créer progressivement une politique visible de l'export. Et ça nécessite bien évidemment donc des mesures d'ordre opérationnel, des mesures conjoncturelles telles que celles décidées séance tenante, comme il vient d'être confirmé par nos amis, par les différents ministères concernés, mais aussi il y a des mesures structurelles qu'il faudrait, c'est-à-dire entamer. Cela veut dire qu'il y a toute une modernisation, par exemple, de l'aspect logistique, notamment l'organisation des ports, la modernisation des ports, mais aussi la modernisation des compagnies nationales de navigation maritime, la CNAN par exemple, et comment aussi adapter le management de système logistique algérien à ce besoin de compétitivité des entreprises, parce que les entreprises elles doivent être compétitives sur les marchés internationaux. Donc il ne faut pas que le coût logistique pèse sur effectivement sur leur prix et sur leur compétitivité. Donc c'est pour cette raison donc ces mesures structurelles concernent à la fois des réformes très importantes et des modernisations du système logistique national, de ces chaînes à l'export, à travers bien sûr la modernisation même c'est-à-dire du système de transport multimodal, c'est-à-dire le train, le port, les cargos, etc. L'interconnexion entre les différentes... Effectivement, et puis il y a d'autres mesures aussi qui concernent directement un peu le flux financier, c'est-à-dire là où les banques interviennent, les assurances interviennent, mais aussi par rapport aux foires internationales. On a vu les dernières décisions par rapport à l'ouverture des foires permanentes en Mauritanie, par exemple. Ça fait partie du marketing international qui va donner plus de visibilité aux produits nationaux et qui aide aussi nos opérateurs à mieux pénétrer les marchés à l'international. Ça, c'est de la part des pouvoirs publics, mais aussi, il y a l'entreprise aussi qui doit avoir même sa propre politique de commerce extérieur, c'est-à-dire sa propre politique d'exportation. Ce qu'il a dit M. Daas de Condor, effectivement, si on analyse un peu même la structure des exportations de notre pays,
durant au moins ces 2 dernières années, parce qu'il y a eu quand même une augmentation de 4 milliards à 7 milliards, on trouve qu'une bonne partie de ces exportations aussi sont liées un peu aux entreprises qui sont intégrées dans des chaînes de valeur internationales. Cela veut dire qu'il y a des IDE. Donc même cet aspect d'ouverture de l'entreprise algérienne vers des partenariats à l'étranger et sa capacité de pénétrer des marchés à l'international dépend de sa capacité de réaliser des joint ventures ou bien de réaliser des contrats à l'international. Et c'est ça qui permet justement une certaine fluidité dans l'exportation parce que ça aide l'entreprise à dépasser certains entraves concurrentielles à l'international. Donc, c'est nécessaire que l'entreprise intègre les chaînes de valeur internationales à travers des partenariats. Très bien, merci pour l'explication. Avant de revenir vers vous, justement, ce sujet va vous concerner. On parle des facilitations. Il y a bien sûr la modernisation logistique. Et dans ce cas de figure, il y a ce changement de pratique et de comportement au niveau de certaines de nos chaînes, justement au niveau de l'export et au niveau de la douane en particulier, ce qui nous intéresse également ce soir. Nous allons regarder un reportage concernant les procédures d'export au niveau des douanes avec des facilitations particulières pour les exportateurs de fruits et légumes. On en parlera avec vous tout de suite après ce reportage signé Yanis Aïd Belkacem. Nous sommes au port d'Alger où ce déclarant en douane s'apprête à exporter des dattes algériennes vers les États-Unis. Après le contrôle de tous les documents de l'opération, la qualité des dattes est inspectée par un minutieux contrôle sanitaire. Scellée, la marchandise est prête à être expédiée. Il y a vraiment une facilité énorme. On sent le changement. On sent vraiment le changement. C'est fluide. Ça se fait en 10 minutes. Ce processus accéléré s'est fait grâce aux facilitations mises en place par les douanes algériennes qui ont pour objectif d'encourager les exportations hors hydrocarbures. Cette année, 3439 déclarations en douane à l'exportation qui représentent des marchandises destinées à la production, divers équipements, des fruits et légumes et les produits agroalimentaires. Direction au fret de l'aéroport Ouali Boumediene dans la zone de chargement où nous assistons à une opération d'exportation. Après l'entrée de la marchandise au niveau de la zone sous douane, la compagnie fait établir la lettre de transport aérien LTA. Le transitaire, il fait la déclaration en douane manuelle. Après, on donne un bon provisoire avec un délai pour la régularisation. Cette année, les opérations ont augmenté au niveau du fret aérien, impliquant divers produits, y compris des médicaments expédiés vers plusieurs pays africains. Cette année, nous avons enregistré au niveau de l'aéroport international Ouali Boumediene 4668 opérations d'exportation, d'où une hausse de 31,60% pour une valeur globale de 30 milliards 820 millions de dinars, soit une hausse de 62% par rapport à la même période de l'année précédente. Ces mesures de facilitation encouragent et favorisent les exportateurs algériens à être compétitifs sur le marché mondial et créent également un climat propice à la croissance économique du pays. Alors, c'est un reportage signé Yanis Aïd Belkacem, notre confrère de la rédaction. Toufiq Hadkhayel, c'est un reportage qui vous interpelle. C'est une opération d'exportation de la date. Votre avis? Vous avez regardé avec nos images. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures? On parle de facilitation et de rapidité. Est-ce qu'il faut faire plus dans ce cas de figure en particulier? Il faut faire plus parce que la date bénéficie du couloir vert. À partir du moment où elle bénéficie... Qu'est-ce que c'est le couloir vert d'abord? Le couloir vert, c'est avec vous. Il y a deux types de procédures. Vous avez le couloir rouge, on va dire, le circuit rouge ou le circuit vert. Le circuit rouge, c'est que toute la marchandise doit être descendue du container. Et contrôlée minutieusement. Et le couloir vert, c'est une procédure allégée qui permet à la marchandise de ne pas avoir une fouille approfondie, on va dire. C'est-à-dire qu'un contrôle léger, quand on voit de la date, normalement, sur le manifeste, normalement, ça doit passer. Et de temps à autre, on arrive à tomber sur certaines fouilles. Bon, c'est la douane, a fait son travail, on n'a pas le droit de la critiquer, mais bon,
On aimerait bien qu'ils utilisent un peu plus le scanner, parce que le scanner, c'est de la technologie. Et si c'est de la technologie, donc autant l'utiliser, parce que les autres pays à travers le monde utilisent le scanner. On a de super beaux scanners, autant les utiliser. C'est-à-dire qu'on n'ouvre même pas Ils détectent de la drogue dans les ports de Hambourg, dans les ports des quatre coins du monde, de Chicago aux États-Unis, en Chine. On scanne un certain nombre de containers. Il y a une vitesse impressionnante. Donc, pourquoi ne pas le faire chez nous? C'est tout. Vous préconisez l'utilisation du scanner pour faciliter le passage de certaines marchandises comme la date qui est fragile. Il a été payé avec les deniers publics. Autant l'utiliser à bon escient, tout simplement. Donc, vous préconisez le couloir vert comme étant une solution qui pourrait Et ça nous permet de gagner du temps, de gagner de l'argent. Parce que le douanier, au lieu de passer une demi-heure ou 3/4 d'heure ou 1 heure ou 6 heures ou je ne sais pas combien de temps sur un container, il va passer un quart d'heure ou un quart d'heure à peine. Tac, il va regarder le scanner. J'ai déjà envoyé de la marchandise vers le Nigeria, vers tout un tas de destinations. On regarde au niveau du scanner la marchandise et on voit tout. Donc, il n'y a pas lieu d'ouvrir parce que c'est un produit qui est périssable. À partir du moment où on ouvre le container, à partir du moment où le produit, en fin de compte... Il y a un risque de dégradation. C'est pas qu'il y a un risque, c'est qu'il se dégrade au fur et à mesure. Voilà. Donc, on évite à ce que la marchandise se dégrade parce que le client final va trouver tous les prétextes possibles et inimaginables pour gratter 5 centimes, 10 centimes. Et 5 centimes, 10 centimes sur toute une année, sur l'ensemble des exportateurs, c'est énorme pour le trésor public. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième des choses, c'est que pour pouvoir rebondir par rapport à ce que disait M. Achiel, c'est que l'Algérie, en fin de compte, depuis le 19 décembre 2019, on a exporté pour un peu plus de 20 milliards de dollars. 22 milliards de dollars. Et hors hydrocarbures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que précédemment, il n'y a aucun président qui n'avait fait ça. Donc, si ça a été fait actuellement, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Et si on a une croissance qui est exponentielle, ça veut dire qu'à l'horizon 2030, on va arriver à des chiffres qui vont donner le tournis. Mais il faut faciliter au maximum cette tâche d'exportation. Vous me tendez une parfaite perche pour M. Daladji. J'en étais sûr. Oui. Écoutez, vous représentez le ministère du Commerce, on va en profiter au maximum. Alors, justement, pour parler justement sur ce point, sur les potentialités. Il y a une déclaration qui a été qui émane du ministre du Commerce, qui a évoqué une variété de produits algériens qui restent sous-commercialisés. C'est-à-dire, c'est des produits, par exemple, on citera, c'est des chiffres qui ont donc été donnés par Monsieur le ministre du Commerce, 120 millions de mètres carrés de céramique, 3 millions de tonnes de sucre, 100 000 tonnes de dattes. Alors, on parle de produits sous-commercialisés, c'est-à-dire, pour vous, tous ces produits-là qui sont sur le marché national et qui continuent à être produits ici sont potentiellement exportables. Donc, c'est-à-dire, c'est de la devise qui entre et qui revient dans les caisses de notre pays. Vous en pensez quoi? Oui, tout à fait d'accord. Bien sûr qu'il y a des... Parce qu'il faut l'avouer que l'acte d'exportation est nouveau pour nous. Nous avons besoin de conquérir des marchés. Mais le potentiel existe, bien sûr. Nous avons eu cette expérience avec la céramique et la dalle de sol. La céramique, justement. C'est énorme, 120 millions de mètres carrés de céramique qu'on pourrait exporter. Absolument, parce qu'il y a une qualité aussi. Il y a une qualité. Bon, elle n'est pas tombée comme ça du ciel. Ces résultats, ils sont le résultat d'un travail qui a été fait. Un travail dans d'abord l'encadrement des importations. D'où les opérateurs ont commencé à comprendre qu'il y a possibilité. En fait, on a renversé la barre, que l'exportation devient plus facile que l'importation. Et ça a marché dans ce sens? Ça a marché. Vous avez donné le bon exemple. Nous exportons... C'est-à-dire en termes de qualité, aujourd'hui, l'Algérie est concurrentielle sur les marchés étrangers. Absolument. En matière de céramique, on parle de la céramique. En matière de céramique, c'est le bon exemple. Mais aussi pour les produits blancs aussi. Pour l'électroménager. L'électroménager, ça a donné des résultats. Mais ça, c'est dû à un travail qui a été fait en amont, un travail sur l'encadrement et l'organisation d'abord de l'importation. Nous sommes passés de 49 000 importateurs à 13 000 importateurs sérieux.
dont 6 000 ou 7 000 sérieux. Ça veut dire ils ne sont pas conjoncturels, c'est des importateurs de métier. Donc l'exportation, l'acte de l'exportation avait besoin déjà d'une organisation de l'importation, notamment pour la matière première, comme parlait M. Daes, etc. Mais aussi, il y a eu un travail qui a été fait en matière d'investissement et en matière de production. Ça a incité les opérateurs à investir et à reprendre confiance. Il y a eu beaucoup de facilité. La confiance, c'est le premier élément. La confiance. Code de l'investissement, par exemple. Le code de l'investissement. Le code de l'investissement. Les facilitations octroyées en matière d'investissement, en matière de foncier. On en a parlé ce matin. Donc il y a des mesures qui sont en train d'être prises. On n'a pas le temps de les voir. C'est des mesures qui viennent au fur et à mesure. Nous sommes en train de... Sur le moyen terme Sur le moyen terme déjà les résultats sont... moyen terme et long terme. Il y a des mesures qui sont prises. Et nous avons justement la chance d'avoir M. Daes avec nous. Pardonnez-moi. Vous êtes sur la production donc, industrielle. Et est-ce que vous avez profité de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire que cette action de limiter l'importation de certains produits qui vous a été concurrentiels dans un passé récent, vous en profitez aujourd'hui? Vous arrivez un peu à vous imposer d'une autre manière? Oui. Si ce n'est par les investissements, ou peut-être ouvrir de nouvelles lignes. Pardon, j'en perds ma voix. Je vais vous donner des exemples. Nous disposons de salles blanches, par exemple, pour la fabrication de la dalle. Pour le téléviseur. Cet investissement nous a permis d'augmenter le taux d'intégration d'un téléviseur qui passe de 22% à presque 60%. Donc ça devient intéressant. Ça nous permet également de gagner sur le prix de vente ou d'économiser 15%. Il est 15% moins cher qu'un téléviseur qu'on fabriquait il y a une année de ça. Donc ça nous a poussé à faire des investissements. Capter des IDE, c'est le code d'investissement que le président de la République a mis en place pour encourager les opérateurs économiques à investir eux-mêmes, à trouver des partenaires étrangers. C'est la stabilité. Comme votre cas, bien sûr. Avec, comme notre cas, avec notre partenaire chinois. Donc c'est ce qui nous a permis de capter des IDE et de pouvoir investir mutuellement en Algérie. Je citerai d'autres exemples. Ça fait une année qu'on négocie avec un partenaire qui fabrique du petit électroménager. C'est une marque internationale. On peut la connaître? Très connue. C'est le groupe SEB. Le groupe SEB. Pour la fabrication du petit électroménager. C'est des produits qu'on importait pour la vente en l'état. Aujourd'hui, pour pouvoir les exporter, il faut les fabriquer déjà localement. Et c'est ce qu'on a pu faire. Ça fait une semaine qu'on a déjà commencé à fabriquer localement ces produits ou ces petits électroménagers en Algérie pour trouver d'autres marchés à l'international, déjà pour couvrir le marché local. Vous avez déjà prospecté les marchés et donc vous créez des joint ventures, c'est-à-dire avec... Exactement, des joint ventures pour fabriquer localement. Une autre marque japonaise très connue qui est la marque Sharp. On a signé tout récemment aussi un contrat pour la fabrication en OIM, donc selon le même dispositif, avec cette exclusivité de pouvoir exporter vers les marchés africains. On est en train de constater une véritable métamorphose concernant les entreprises, avec un exemple concret de l'entreprise Condor qui se diversifie à l'international. C'est une métamorphose logique après les décisions qui ont été prises par les pouvoirs publics concernant bien sûr la réduction de l'import. On en parlait à l'instant avec M. Daladji. C'est une décision logique, c'est un cheminement logique selon vous? Effectivement, c'est un cheminement logique et qui cadre avec même les décisions des pouvoirs publics, notamment dans la loi 22-18 sur l'investissement, et dans laquelle on relève quand même des facilitations assez importantes pour les IDE d'ailleurs, par rapport aussi aux conditions, à l'amélioration du climat d'investissement et des avantages fiscaux douaniers très importants qui sont accordés à l'investissement. Et cela justement, c'est dans l'optique de diversifier non seulement les exportations, mais aussi de diversifier l'économie algérienne et d'augmenter le produit intérieur brut, parce qu'on ne peut pas rester dépendant des hydrocarbures. Donc, quand on fait dans l'investissement, dans la production, donc cela veut dire qu'on dégage aussi un surplus pour l'exportation. Mais quand on est dans une stratégie de captage important des IDE, avec les joint ventures et l'intégration des chaînes de valeur
que ce soit des chaînes de valeur mondiales et même des chaînes de valeur régionales au niveau africain avec l'Union européenne. Donc cela permet rapidement justement de rattraper le retard qu'on a accusé en termes d'exportation hors hydrocarbures. Et cela aussi doit être accompagné par une batterie de mesures, bien entendu de mesures opérationnelles, mais aussi de changements structurels qui doivent accompagner par exemple nos banques, c'est-à-dire la pratique universelle par exemple bancaire, et doit être, c'est-à-dire bien adoptée par nos banques, par nos sociétés d'assurance et par tout l'écosystème algérien. Et c'est ça aussi qui va générer de la compétitivité même à ces entreprises. Et en parlant tout à l'heure de l'exportation de l'acier, par exemple, du rang à béton, du ciment. Et cela demande aussi des ports adaptés. Et ça demande aussi des navires, des grands navires de 290 mètres de long et de 45 mètres de large pour permettre justement aux exportateurs d'avoir une certaine compétitivité dans l'exportation en grande quantité avec des grands navires. Donc, même la logistique doit s'adapter. Les infrastructures aussi doivent s'adapter. Doivent suivre. Donc tout ça, c'est tout ça qui accompagne après l'entreprise. C'est un écosystème nécessaire pour favoriser. Alors vous avez évoqué le problème des banques. La banque, c'est un sujet qui fâche. J'imagine que pour certains opérateurs, la banque, quand on parle des facilitations, on entend ici et là que certaines disparités existeraient dans le traitement bancaire. Est-ce que vous avez des expériences plus ou moins difficiles avec certaines des opérations financières, des banques peut-être? Le problème, c'est que c'est culturel. Quand je dis que c'est culturel, c'est-à-dire qu'ils avaient les banquiers, quand je dis les personnes qui travaillent dans les banques, avaient l'habitude de l'import. Ils ont fait pendant 20 ans de l'import, import, donc ils connaissent par cœur les procédures import. Mais quand on est passé à l'export, il y a eu, comme disait Huntington, il y a eu un choc des civilisations. Ouais, c'est dur. Voilà, exactement. Donc il a fallu leur ramener le texte de loi, le guide de l'exportateur. Heureusement que le ministère du Commerce a fait ce guide de l'exportateur. Je leur ai pris le guide de l'exportateur, je leur ai pris la législation et je leur ai mis, en fin de compte, on a commencé à la lire ensemble. Voilà, et on a découvert. Regardez, je leur ai dit voilà ce que dit la loi, voilà ce que dit la loi, voilà ce que dit la loi. Et ils découvraient. Très bien. Donc la première fois, c'était un peu chaud. Et après, la deuxième, la troisième, la quatrième fois, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais c'est-à-dire que vous êtes en train de dire qu'une action de vulgarisation est nécessaire. C'est-à-dire qu'au niveau des banques, tout à fait. Il faut que la mentalité change. C'est ce que j'ai dit au ministre. Et vous l'avez exposé au ministre des Finances. C'est ce que j'ai dit au ministre ce matin. Pourquoi ? Parce que tout le monde a besoin d'apprendre et tout le monde a besoin d'avoir une mise à jour, que ce soit pour moi, que ce soit pour mon collègue, que ce soit pour le monsieur ou n'importe qui, a besoin d'une mise à jour récurrente en fin de compte. Et donc au niveau des banques, je pense qu'une petite piqûre de rappel par rapport à l'export et les sensibiliser par rapport à l'export. Rassurez-nous, ce n'est pas toutes les banques. Non, c'est pas toutes les banques. Mais il reste quelques lenteurs. Vous savez, quand vous tombez sur une seule personne, il peut vous traumatiser pendant quelques mois. C'est une boutade. Hein. Oui, allez. Mais, de toute façon, le travail de vulgarisation est nécessaire. Et je vais juste rajouter autre chose, c'est qu'il y a certaines banques, en fin de compte, étatiques, pour une même destination et une même expédition de marchandises. Il y en a pour lequel l'argent est rapatrié en une semaine et d'autres, l'argent est rapatrié en 21 jours, voire un mois. Donc, il y a un delta. Donc, il faudrait, en fin de compte, uniformiser tout ça et mettre certaines procédures pour pouvoir, pour que l'acte d'exporter puisse être quelque chose de vraiment facile. Voilà. Alors, il y a une idée séduisante que beaucoup d'opérateurs espèrent l'avoir concrétisé peut-être, c'est le guichet unique qui vous permettra peut-être de vous adresser à tous ces services et de faciliter votre acte. Est-ce que c'est une demande qui revient souvent? Est-ce que vous l'avez peut-être réclamé encore au niveau de la réunion de ce matin? Est-ce que d'abord vous avez besoin d'avoir un seul interlocuteur, peut-être de numériser aussi, et ça c'est un autre pan qui est tout aussi important, c'est nécessaire aujourd'hui, ce n'est plus une option, mais le guichet unique, ça vous aidera de manière claire dans ce que vous faites, dans votre travail d'exportation? Le guichet unique a des avantages, il a aussi d'autres inconvénients. Lesquels? Donc les avantages c'est cela, c'est d'avoir un seul interlocuteur, de pouvoir travailler directement avec une seule entité. Vous pouvez vous faire toutes vos opérations
au même endroit. Sauf que, par exemple, je vais vous citer un petit exemple. Aujourd'hui, il y a des notes de la Banque d'Algérie qui exigent que quand on achète des intrants pour fabriquer un produit, dans le cadre du perfectionnement actif, on est obligé, quand on l'exporte, de se faire payer par la même banque par laquelle on a payé ces intrants. Or, ce n'est pas aussi évident que ça. Quand on achète du granulé pour l'injection plastique, on le ramène d'Arabie Saoudite. Quand on achète des rouleaux de métal de la bande, on l'amène de Chine. Quand on ramène, par exemple, des feux pour tout ce qui est cuisinière, on le ramène d'Italie. Donc, on ne le paye pas à travers le même banquier. La même banque, oui. Mais tout ça contribue pour la fabrication d'un seul produit ou plusieurs produits au paiement. Donc vous êtes en train de dire qu'un guichet unique vous bloque, c'est-à-dire qu'on ne vous permet qu'un seul sens de exact. de Pour le rapatriement des deniers, même s'ils sont rapatriés dans les temps, il y a aussi des partenaires qui vous disent, je vais vous citer un exemple très simple. Je suis parti au Côte d'Ivoire pour négocier la distribution de nos produits, non seulement en Côte d'Ivoire, mais toute l'Afrique de l'Ouest. Notre ambassadeur à Abidjan était présent à ma droite. L'ambassadeur ivoirien ici en Algérie s'est déplacé jusqu'à Abidjan pour assister à cette présentation et à la signature d'un contrat de distribution. J'ai présenté notre entreprise, les potentialités, les capacités de production, la qualité de nos produits. À un moment donné, notre partenaire avait ramené tous ses banquiers qui étaient là. L'un de ces banquiers s'est levé en lui disant « Vous avez trouvé un bon partenaire, je vous signe une ligne de crédit tout de suite. » La seule question, est-ce que vous avez la même banque, qui est une banque étrangère? Est-ce que vous êtes domicilié chez notre banque en Algérie? J'ai dit oui. Alors j'aimerais bien que les transactions se fassent dans le même couloir, à travers les deux banques. Donc ça pose problème. Parce que si j'achète des intrants et je les paye à travers la BEA, qui est notre banque principale, une banque publique, si mon client veut nous payer à travers une autre banque, ça va nous poser un problème. Vous êtes sur une banque, donc il n'y a pas de flexibilité pour être... Voilà, ça c'est des problèmes qu'on a exposés ce matin à M. le ministre des Finances, il l'a dit, M. Daraji, qui s'est engagé personnellement à mettre en place une commission. Il y aurait des représentants du ministère du Commerce, du ministère des Finances et les opérateurs économiques, parce que pour la gestion des dossiers financiers, je dirais, c'est un peu l'arsenal juridique qu'on doit revoir. On doit annuler des notes qui doivent être annulées, on doit modifier des textes s'il faut le faire, et on doit baliser en mettant de nouveaux textes s'il faut le faire aussi pour protéger l'opérateur économique et faciliter encore plus les opérations d'exportation. Donc on est en train de parler donc de l'installation d'une commission. Les délais de travail de ces commissions doivent être aussi rapides, si on imagine l'urgence Mais c'est ça le but, je pense. De vouloir dépasser certaines entraves rapidement pour libérer l'export. En tous les cas, on l'espère que ça va se faire le plus tôt possible. De toutes les façons, cette commission est restreinte. Ça engage trois partenaires. Il n'y a pas de raison pour que ça tarde. Et les problèmes ont été identifiés. Absolument. Les problèmes ont été identifiés. Là, il s'agit d'intervenir sur peut-être des textes réglementaires ou des notes qui doivent être bien sûr débattus pour connaître un peu l'issue peut-être et réadapter par rapport aux attentes des exportateurs. C'est ça l'objectif principal attendu par notre ministre, c'est aller en ce sens. Il y a des deadlines pour avoir des résultats? Pas encore, ça a été décidé ce matin et puis on va s'organiser pour former la mise en place. des groupes qui vont réfléchir pour donner des solutions. Parce que là, si on forme une commission, c'est pour trouver justement des solutions. Pour trouver des solutions, il faut qu'il y ait consultation entre nous et même peut-être des propositions de la part d'abord des il y aurait de la consultation, de la concertation. Ça peut prendre peut-être un moment, c'est de la réflexion, donc on ne va pas se précipiter pour faire un autre texte qui va déranger peut-être d'autres opérations. Donc, personnellement, je crois que ça va se faire le plus tôt possible. Vous donnez bon espoir, M. Daas. Merci, M. Daraji. C'est très bien. Alors, la numérisation. J'aimerais vous poser cette question car c'est un secteur qui est important.
président de la République l'a répété souvent, qu'il faut numériser pour faciliter la communication et faciliter les procédures. Aujourd'hui, à l'export, c'est primordial d'être dans cette action de numérisation, car ça permettra d'éviter le papier, le paper, comme on dirait. Ça permet d'éviter le papier, ça permet de gagner du temps, ça permet d'avoir une traçabilité et d'éviter en fin de compte toute forme de dérive, on va dire, de zones obscures. Voilà. Les parafeux, voilà, et le contrôle se fera d'une manière transparente, limpide. Exactement. Avec mon portable, premièrement, je peux envoyer l'information. Deuxièmement, ils peuvent la traiter. Et troisièmement, ils peuvent me répondre. Donc, je n'ai pas besoin d'être à Alger pour pouvoir avoir une réponse rapide. Et puis, c'est l'instantané. C'est l'instantanéité de l'information et du suivi qui est importante dans votre métier. Exactement, parce que le temps, c'est de l'argent. Et comme le temps, c'est de l'argent, donc il faut être très réactif. Aujourd'hui, vous avez, je reprends mes fruits et légumes, aujourd'hui vous avez un cours, demain vous en avez un autre. Donc il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Voilà. Air Algérie, en fin de compte, a permis de faire des réservations de billets d'avion via votre téléphone portable. On aimerait bien que ça se fasse la même chose avec les banques. On aimerait bien que ça se fasse, par exemple, le FSPE. J'ai appris que le fonds spécial pour la promotion de l'exportation, il va être reconduit pour 2024. Donc c'est une excellente chose. D'après ce que j'ai cru comprendre, M. Draji peut-être va infirmer ou confirmer ce que je vais dire, mais bon, il y a tout un tas de nouvelles choses qui vont sortir en 2024, donc ce serait... c'est en fin de compte, c'est en train de s'améliorer petit à petit, mais c'est un rouleau. On le ressent. Vous savez, quand j'ai commencé l'export il y a 8 ans, on me demandait qu'est-ce qu'on exporte et les gens étaient étonnés. Et maintenant, pratiquement tout le monde, tous les opérateurs économiques s'intéressent à l'export. Donc, ça veut dire qu'il y a un changement au niveau des mentalités administratives et au niveau de l'État et au niveau des opérateurs économiques. Donc, il y a encore des choses à revoir, à corriger, mais c'est il y a un changement radical. Oui, en parlant d'FSPE aussi, M. le ministre a donné une bonne nouvelle ce matin en disant qu'il y avait 1400 dossiers, qu'ils ont déjà traité quelques 500 dossiers. Et l'une des demandes de M. le ministre du Commerce à son homologue, M. le ministre des Finances, c'est de rajouter un contrôleur financier afin d'accélérer la procédure de traitement de ces dossiers. Alors, le FSPE, il faut le rappeler, c'est le fonds spécial pour la promotion de l'exportation. Monsieur Hachid, un dernier mot. Nous arrivons à la fin de l'émission. Vous avez été très intéressant. On aurait aimé. Oui, ça passe très vite. Hein. Monsieur Hachid, j'aimerais avoir un dernier mot sur ce que vous avez entendu de la part des opérateurs économiques et du ministère du Commerce. C'est très bien de vous avoir tous les deux, comme ça on pourrait avoir des avis des uns et des autres. Vous, en tant qu'économiste, vos perspectives, vous voyez les choses changer de votre côté, les perspectives, comment elles se dessinent? Oui, déjà concrètement, nous avons les premiers résultats qui sont très encourageants. C'est des résultats quand même qui annoncent un très bon avenir de diversification des exportations. Déjà dans ce plateau, on a des opérateurs de taille peut-être moyenne, mais aussi on a des champions. Parce que l'exportation, elle peut se faire par la petite et moyenne entreprise, mais aussi des champions, c'est-à-dire des grandes entreprises, surtout qui sont insérées dans les chaînes de valeur internationales. Et là, on voit quand même une mobilisation des pouvoirs publics et une intersectorialité agissante qui produit toujours, qui améliore le cadre des affaires en général, cadre d'investissement et surtout aussi pour faciliter ces exportations. Donc je pense l'ambition est fixée et le potentiel existe, les ressources existent. Il faut permettre seulement encore plus de facilité et nous avons un potentiel et nous avons aussi maintenant une amélioration progressive que ce soit de nos banques qui sont maintenant internationalisées, parce qu'on a un retard dans l'internationalisation des banques. Qui se fait petit à petit. Et se fait progressivement. Donc on peut dire que c'est doucement, mais sûrement. Merci. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Je rappelle Mohamed Salah Daez, directeur général de l'entreprise Condor. Toufiq Hadkhayel,
président de Caflex, cluster algérien des produits des fruits et légumes à l'export. Samir Daraji, directeur du commerce extérieur au ministère du Commerce et de la promotion de l'exportation. Et Mohamed Hachel, économiste enseignant à l'université Tizi Ouzou, consultant de la chaîne également. Merci à tous, messieurs, d'avoir participé à ce débat qui était fort intéressant. Le temps nous est compté, bien sûr. On arrive vraiment à la fin de l'émission. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis, en espérant vous avoir éclairé sur la problématique de l'export. Très bonne soirée à tous. À la semaine prochaine.